Voilà, donc je me présente très rapidement. Je m'appelle Fanny Chevert. Je suis ingénieure au service analyse et moyens. Et j'ai donc travaillé sur le projet IMAROS qui se focalisait sur les fuels à très basse teneur en soufre, qui a duré 2 ans et demi. Alors, je vais vous présenter un support, un diaporama, qui est en langue anglaise parce qu'il a été présenté à des séminaires internationaux. Mais le discours, bien sûr, sera en français. Et donc, je vais commencer par vous introduire le projet de façon générale, vous expliquer tous les essais, les manipulations qui ont eu lieu, vous donner les résultats principaux, parce que un projet de 2 ans et demi, voilà, dans une petite présentation de 40-45 minutes, voilà, ça va être forcément assez succinct. Mais on va détailler un axe d'étude qui était la récupération mécanique de ces produits-là. On rentrera plus en détail dans cette tâche-là. Ce sera à ce moment-là mon collègue Michael Laurent qui prendra le relais. Voilà. Et puis, si vous voulez, à la fin de la présentation, on aura du temps pour discuter. Vous pourrez poser vos questions. Donc, je vais partager mon écran. Normalement. Hop. Du coup, là, moi, je ne vous vois plus du tout. Est-ce que quelqu'un peut juste me dire si ça fonctionne bien? On a fait un test, normalement, c'est bon, mais juste histoire de savoir Ça si je marche. peux me lancer. Pas de souci, ça marche bien. Super, merci beaucoup. Donc, c'est parti. Alors, le projet IMAROS, c'est l'acronyme pour un nom qui est très, très long, qui était Improving Response Capacities and Understanding the Environmental Impact of New Generation Low Sulfur Marine Fuel Oil Spills. Donc, en gros, c'était de travailler, d'avoir un peu plus de connaissances sur les fuels à basse teneur en soufre. J'ai rajouté 2 diapositives en français, simplement pour recadrer, remettre un petit peu dans le contexte le projet. Donc, vous savez que dans les fuels lourds traditionnels, il y a du soufre qui est naturellement présent d'ailleurs dans les pétroles bruts et qui subsiste après l'étape de distillation. Donc, dans les fuels lourds traditionnels, on avait beaucoup de soufre. Et lors de la combustion de ces fuels dans les moteurs de bateaux, il y a des émissions d'oxyde de soufre dans l'atmosphère, du monoxyde ou du dioxyde de soufre. Et ces oxydes de soufre ont donc des effets qui sont nocifs, que ce soit pour la santé humaine, notamment pour tout l'appareil respiratoire, ou pour l'environnement. Ils sont responsables de pluies acides, d'acidification des océans notamment. Et donc, suite à ces constats, il y a eu une nécessité de mise en place d'une réglementation internationale visant à abaisser le taux de soufre dans les carburants marins afin de protéger l'homme et son environnement. Et donc, c'est en 2005 que sont apparues les premières règles de l'ONI qui visaient donc à réduire ces émissions d'oxyde de soufre en provenance des navires, et donc, ce qui répond à l'annexe 6 de Marpol. Et donc, à partir de cette date-là, on a mis en place des zones qu'on a appelées SECA pour Sulfur Emission Control Area. Et je vous montre sur le petit graphique qui est ici. Donc, au fur et à mesure, depuis 2005, il y a eu des dates clés qui ont fait que ces teneurs en soufre ont dû diminuer. Et donc, au 1er janvier 2020, on en est arrivé à des teneurs qui sont vraiment très, très basses, qui étaient à un maximum de 0,1% dans les zones SECA et 0,5% dans les limites en haute mer. Donc ça a fait apparaître en fait une nouvelle génération de fuel de soute, de produits qu'on a appelés les VLSFO pour Very Low Sulfur Fuel Oil. Low Sulfur Fuel Oil. Donc les VLSFO ont une teneur maximale en soufre de 0,5%, alors que les ULSFO en ont une inférieure à 0,1%. Donc ces produits sont difficiles à catégoriser selon les normes existantes. Et en fait, il y a eu des premiers retours d'expérience et un premier projet qui avait été mené par des Norvégiens qui avait montré qu'en fait, ces produits pouvaient être un véritable challenge s'ils étaient déversés en mer, parce que déjà, visiblement, il y avait une diversité de comportements de produits, et certains produits pouvaient se montrer très problématiques en cas de récupération, notamment. Donc, c'est suite à ces constats-là, il y a cette première étude que le projet IMAROS est né. Voilà, donc là, on se plonge dans IMAROS.
Donc Imaros qui devait durer 2 ans initialement, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. On a eu une extension de 6 mois, ce qui a mené à une clôture du projet au 30 juin dernier, une rallonge qui était due notamment au contexte de la crise sanitaire, du Covid, qui fait que quand on a lancé le projet et qu'on a commencé à prendre contact avec les industriels pour avoir des informations et essayer de s'approvisionner en produits, ça a été fortement ralenti cette phase-là à cause du confinement. Voilà, donc le coût total du projet s'élevait à 880 000 euros et il y a eu un cofinancement de l'Europe à hauteur de 85%. Voilà, c'est un projet DG Eco, donc qui rentrait dans le mécanisme de la protection civile et plus spécifiquement dans le thème de la prévention et de la préparation et des pollutions maritimes. Donc, il y a un site internet, une page internet qui a été ouverte par le coordinateur du projet norvégien qu'on pourra vous transmettre par la suite si vous voulez, où il y a des informations sur le projet. Les objectifs vraiment principaux du projet, c'était d'essayer de développer des recommandations pour la lutte lors de déversement de ce type de produits. C'était vraiment essayer d'avoir des informations pratico-pratiques en fait sur ces produits-là, essayer d'identifier les meilleures méthodes de réponse en mer face à un déversement accidentel de produits, et puis essayer d'améliorer nos connaissances, de mieux comprendre l'impact potentiel sur l'environnement suite à un déversement. Donc il y avait 6 partenaires, il y avait un coordinateur et 5 autres partenaires dans ce projet. Le projet était mené par les Norvégiens, le Norwegian Coastal Administration, et autour d'eux gravitaient le Swedish Coast Guard, les Suédois, les Belges de l'Institut royal des sciences naturelles, le Danemark avec le Royal Danish Navy Command, Transport Malta aussi, donc un pays de Méditerranée, et puis le CEDRE. Et le projet était découpé en 4 work packages. Le premier qui était totalement dédié à la gestion du projet. Le deuxième qui faisait le lien en fait avec l'industrie. Le but c'était de pouvoir communiquer avec eux pour avoir des informations sur les produits, essayer d'en obtenir en vue des manipulations par la suite. Et puis essayer aussi de comprendre un peu l'évolution du marché par rapport à ce type de produit-là. Le Work Package 3, lui, il était dédié après à la caractérisation physico-chimique de ces produits-là. Je détaillerai tout ce qu'on a fait dans le cadre de ce Work Package. Et puis, je dirais que c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a fait du vieillissement de produits. Donc, c'était caractériser les produits et essayer de voir comment est-ce qu'ils vieillissent. Et puis, le dernier Work Package était dédié aux réponses, aux techniques de lutte, aux réponses opérationnelles. Donc, on en a balayé plusieurs, et c'est dans ce cadre-là que Michael Laurent après prendra la suite pour vous détailler la récupération mécanique. Alors, dans une première phase, on a cherché à obtenir des échantillons qu'on a appelés des petits échantillons qui avaient un volume de 2 litres. On a réussi à en obtenir 13 qui venaient de 7 pays différents. On avait un échantillon aussi qui venait d'un accident qui venait d'avoir lieu, qui était l'accident du Waukesha à l'île Maurice. C'était du VLSFO. Sinon, on avait 2 ULSFO et tous les autres, c'était des VLSFO. Donc, ils venaient soit de raffineries directement ou bien de fournisseurs de VLSFO. Et ce qu'on a cherché à faire dessus, c'est vraiment une caractérisation physico-chimique, essayer d'avoir en fait une carte d'identité du produit. On a fait des mesures de viscosité, de densité, de points d'éclair, de points d'écoulement. On a fait de l'évaporation pour essayer de voir quel était le taux d'évaporation maximal de ces produits, pour voir s'ils étaient persistants ou pas dans l'environnement. On a travaillé à 2 températures qui étaient 5 et 15 degrés. Voilà, ça avait été conduit par l'équipe du projet. On a fait également des tests rapides de dispersibilité, juste pour voir si c'était une technique qui était possible ou pas sur ce genre de produits. Et puis, on a envoyé un petit peu des échantillons aux partenaires belges pour faire de l'identification, vraiment, donc une caractérisation chimique très, très précise des échantillons. Donc, je vais vous expliquer ce que ça a donné, toutes ces manips-là.
Mais voilà, la seconde phase du projet, ensuite, ça a été d'essayer d'obtenir 3 échantillons qu'on a appelés des large samples. Ils faisaient 3 mètres cubes chacun. Donc déjà, ça a été un peu un petit challenge de les obtenir. C'était pas évident. Et puis, il faut savoir qu'en fait, donc, nous, suite à la première phase de screening des 13 échantillons, on avait ciblé quelques produits qui nous paraissaient intéressants d'étudier plus en détail par la suite, parce qu'ils avaient une certaine variabilité de comportement, justement. On a essayé d'avoir de nouveau ces produits-là à plus grande échelle, et en fait, on s'est confronté à un problème qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'en fait, les batchs de produits changent très rapidement. Et donc, quand on est retourné vers un fournisseur en disant maintenant, suite aux 2 litres, là, on aimerait avoir 3 mètres cubes de produits, on nous a dit mais c'est plus du tout le même produit, ils n'ont plus du tout le même point d'écoulement. Et donc, voilà, ça a été un petit peu compliqué de réussir à obtenir des produits qui n'avaient pas les mêmes caractéristiques pour faire nos études après. Mais voilà, donc on les a eus. Et ce qu'on a fait, c'est vraiment à l'échelle du laboratoire et après à l'échelle pilote, des études de vieillissement pour vraiment voir, en laissant tourner dans notre polydrome, là, notre canal d'essai, pendant 1 semaine, comment vieillissaient les produits. On a fait des études d'écotoxicité également sur 3 organismes différents au CEDRE. L'équipe belge a travaillé sur de la modélisation, des produits à partir de nos données de vieillissement pour voir si justement les modèles pouvaient être applicables sur ce type de produit-là. Et puis ensuite, dans le cadre du Work Package 4, on a testé la récupération mécanique, mais également le nettoyage sur le littoral, sur des plaques de granit. On a également testé la technique d'in situ burning. Et puis, au cours des essais de vieillissement, on a testé encore une fois de la dispersion chimique. Voilà. Donc maintenant, je passe aux résultats qu'on a obtenus. Sur la partie caractérisation physico-chimique et vieillissement au laboratoire, le gros résultat qu'on avait déjà avec l'étude précédente, mais là, ça l'a vraiment mis en évidence, c'est qu'il y a une très très grande variabilité des propriétés physico-chimiques dans ce qu'on appelle les VLSFO, les ULSFO. C'est-à-dire que derrière ce nom-là, il peut se cacher tout type de produits qui vont se comporter complètement différemment en mer. La seule chose qui les rassemble un petit peu, c'est au niveau de la sécurité. En fait, ce sont des produits qui ont tous des points d'éclair qui sont très élevés. Là, le point minimum, c'était 78 degrés, mais globalement, ils étaient tous entre 90 et 100 degrés. Donc, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire que ce sont des produits qui n'ont pas de problème d'inflammabilité. Au niveau sécurité des intervenants, c'est important. Après, au niveau de la persistance, les taux d'évaporation étaient relativement faibles. Ils allaient de 3 à 28% avec une moyenne de 12%. Donc, ça veut dire que ce sont des produits qui sont plutôt persistants en mer. On a mis en évidence un potentiel problème d'immersion de certaines nappes d'hydrocarbures quand elles sont vieillies, parce que les densités pouvaient augmenter significativement jusqu'à atteindre une densité de 1. Donc surtout on a fait des essais en eau douce, on pouvait voir qu'on avait vraiment une légère immersion de la nappe. Donc si on est dans un milieu proche du littoral, chargé en matière en suspension, on peut imaginer qu'il y ait immersion des nappes. Et le problème le plus important, c'est qu'effectivement, certains produits ont figé complètement, ou sont devenus extrêmement visqueux, très élastiques, ont un comportement viscoélasticité, qui peuvent, c'est sûr, compliquer, voire rendre complètement impossible le pompage du produit. Et donc ça, c'est surtout lié en fait au point d'écoulement des produits. Le point d'écoulement, donc c'est la température au-dessous de laquelle le produit va figer ou se solidifier. Et donc, on a vu que ce point d'écoulement, il était variable. Il allait de moins 27 degrés à plus 33 degrés. Ça veut dire qu'un produit qui a un point d'écoulement à plus 33 degrés, et en fait, quand on le déverse, il se fige immédiatement. Il devient solide ou extrêmement visqueux, donc compliqué à récupérer. Et donc, c'est surtout ce paramètre-là en fait, qui fluctue d'un produit à un autre et qui fait que le comportement va être différent une fois déversé en mer. Je vous montre juste très rapidement deux petites vidéos qui ont été prises dans le canal d'essai.
Donc, c'est un produit là, qui a été au moment du déversement. Pour le coup, c'était un produit qui avait un point d'écoulement relativement bas, donc qui était assez fluide. On voit même quelques désirisations un petit peu, enfin relativement léger, on va dire. Pour vous montrer ce que ça donne au bout d'une semaine de vieillissement dans le canal d'essai. Donc vous voyez que ça il est devenu beaucoup plus visqueux. Et on parlait de potentielle immersion de la nappe. Donc là, on voit qu'effectivement, avec les remous, on peut avoir une légère immersion de cette nappe-là. Voilà. Et je vais vous montrer le même produit, toujours au bout d'une semaine, pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'il... J'ai perdu ma souris. Voilà ce que ça donne, du coup, au bout d'une semaine. C'est un produit qui est très visqueux. Voilà. Donc là, on peut imaginer... comme ça peut être complexe de récupérer ce produit-là. Voilà. Maintenant, je vais passer sur les techniques de lutte. On a rapidement testé le brûlage. Donc, dans les locaux du CEDRE, ici, on a le banc de brûlage. Je vous montre sur cette photo-là. C'est un bécher avec à peu près 5 litres d'eau de mer. Et on a un petit anneau de confinement ici où on vient verser 100 millilitres de l'hydrocarbure à tester. Je vous montre une petite vidéo également, juste pour que vous vous rendiez compte de comment est-ce qu'on fait ça. On vient mettre une flamme au contact de l'hydrocarbure et puis on essaye de mettre le feu à la nappe. Donc normalement, c'est le protocole qu'on utilise au CEDRE, qui est surtout utilisé pour des pétroles bruts, hein. C'est qu'on essaye pendant 10 secondes de mettre le feu à la nappe. En général, sur les pétroles bruts, les plus légers, ça prend très très bien. Sur les VLSFO qu'on a testés dans le cadre du projet, ça ne marchait pas. Ils ne prenaient pas feu du tout. On a essayé de corser un peu les choses. On a laissé beaucoup plus longtemps, pendant 10 minutes, la flamme pour voir si ça prenait feu. Il y en a un, c'est la photo qui est là, il y en a un qui a fini par prendre feu au bout d'au moins 5 ou 6 minutes de tentative là. Et donc, ce qu'on fait après, c'est qu'on essaye en fait de quantifier, de voir l'efficacité du brûlage, tout simplement en pesant l'hydrocarbure qu'on récupère après brûlage par rapport à la masse qu'on a introduite au départ. Et là, il s'avère que déjà, on n'a quasiment pas réussi à mettre feu au produit. Et lorsque ça a réussi à prendre feu, on avait une efficacité qui n'était que de l'ordre de 10 à 15%. Donc la conclusion de ces essais-là, c'est que la technique de brûlage n'est pas appropriée sur les fuels à base teneur en soufre. La dispersion, alors on a fait plein d'essais, des tests différents, des tests IFP, MNS pour ceux qui connaissent, donc c'est des niveaux d'énergie différents. En fait, c'est pareil, on a une cuve, on met de l'eau de mer, on rajoute notre produit à tester, on rajoute quelques gouttes de dispersant, puis on essaye de mettre un peu d'agitation dans tout ça, et on regarde si le produit se disperse ou pas. On fait une mesure après par spectrométrie pour avoir une concentration d'hydrocarbures dispersée. Là, ce qui s'est passé, c'est que certains produits, très peu, quand ils étaient frais, on arrivait un tout petit peu à les disperser, mais dès qu'on les laissait vieillir un petit peu et qu'on refaisait la manip, ils devenaient complètement réfractaires à la dispersion, aux températures d'essai, 5 et 15 degrés. Donc en fait, ça veut dire que c'est pareil, la dispersion chimique ne semble pas appropriée, en tout cas dans des eaux entre 5 et 15 degrés, ça ne paraît pas être une technique qui sera efficace. Voilà. Ensuite, je vous présente, mais vraiment en une diapo, je laisserai Mika, elle, prendre la main dessus. Donc, on a testé la récupération mécanique au CEDRE, mais également en Norvège. Les Norvégiens au NCA ont un bassin intérieur où ils peuvent également déverser des hydrocarbures et tester du coup des récupérateurs.
Donc, les Norvégiens ont testé, je ne suis pas une spécialiste, mais voilà, c'est les différents types de récupérateurs qui sont là, drum, belt, adhesion band, brush and wet streamers. Et ils ont testé plusieurs produits, les mêmes qu'on a testés au sel, mais ils en ont testé un autre. Et je vais peut-être juste faire une petite observation sur le produit particulier qu'ont testé du coup, nos partenaires norvégiens. Ils ont testé le produit qui avait le point d'écoulement le plus élevé, à plus 33 degrés. Et donc, c'est la photo qui est là sur la diapositive. En fait, le produit a figé tout de suite sur le plan d'eau. Et donc, tous les récupérateurs qu'ils ont testés sur ce produit-là sont venus se poser tranquillement sur ce produit solide. Et donc, bien évidemment, ça n'a pas été très efficace. Voilà, c'est la photo qui est là également. La seule façon qu'ils ont trouvé pour pouvoir après récupérer le produit, c'est de le couper en parts et de venir le chercher comme ça avec des engins mécaniques. Donc, je laisserai Mickaël après faire toutes ses conclusions sur les essais qu'il y a eu à ce niveau-là. Moi, je vais vous présenter les résultats d'un autre essai qui était le nettoyage du littoral et nettoyage sur des roches. Donc, on a également fait ces manipulations-là au cèdre dans cet outil-là qu'on appelle le banc de lavage, où en fait, on peut mettre des plaques qui, en l'occurrence, là, étaient des plaques de granit de 10 cm sur 10 cm qu'on recouvre d'une fine couche d'hydrocarbures à tester. Et je vous montre une petite vidéo juste pour que vous voyez, en fait, il y a un nettoyeur haute pression qui passe sur ces plaques-là. On peut moduler la température et la pression. Donc, on a fait différents types d'essais et on regarde en fait le nettoyage des plaques. On sait la quantité d'hydrocarbures qu'on a sur nos plaques au départ. On récupère ensuite l'hydrocarbure en fin de lavage et c'est pareil, on a une efficacité de lavage qu'on détermine. On avait mis des plaques témoins qui étaient des fioul lourds traditionnels, juste pour faire un comparatif. Alors, ce qu'on a montré, c'est que l'efficacité de lavage paraissait un peu moins bonne sur les VLSFO testés comparé aux fuels traditionnels qu'on avait testés à côté. Mais le résultat le plus surprenant qu'on a trouvé par rapport à ces manips-là, il n'était pas sur la partie lavage, il était juste sur la partie en fait pénétration de produits. Là, sur la photo de gauche, vous voyez, il y a 4 produits différents qu'on appelle IM14, IM15, IM5 et le HFO traditionnel de contrôle. On les a donc, on a rajouté une fine couche d'hydrocarbures sur le dessus et en fait, on a toujours une étape de séchage qui dure le week-end. Habituellement, ça sèche un tout petit peu, mais voilà, l'apparence ne change pas considérablement. Là, quand on est revenu le lundi matin, en fait, on a été très étonnés de voir que 2 des produits sur les 3 VLSFO ont montré une absorption, en fait, une pénétration du produit dans la roche, dans la plaque, ce qui n'était pas le cas pour le contrôle. Le produit était resté à la surface. Donc ça nous a étonnés. Vous voyez ici, ce sont des photos des tranches de plaques de granit. Donc, on voit effectivement que pour 2 des produits, en fait, le produit était complètement imbibé, pénétré à l'intérieur de la plaque. Suite à ces observations, on a décidé de pousser un tout petit peu ces manips. On a trouvé au cèdre d'autres plaques comme ça de 10 cm sur 10 cm de marbre et de béton. Et donc, on a fait exactement la même manip pour voir si on observait la même chose. Et puis, on a également collecté des cailloux naturels pris sur une plage là, à proximité de Brest. Et pareil, on a aussi rajouté une couche de VLSFO à la surface. Et alors, ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, sur les plaques de marbre, on a observé la même pénétration, vous voyez, sur ces 2 plaques-là. Par contre, sur le béton, absolument rien. Il n'y avait pas de pénétration du tout. Et sur les cailloux, en fait, ça, c'est une vue de l'intérieur des cailloux. En fait, on avait rajouté à la surface la fine couche de VLSFO. On a laissé un temps de séchage de quelques jours également. Et après, on les a coupés en 2. Donc ça, c'est l'intérieur, c'est une vue de l'intérieur du caillou, en fait.
Et donc, on a observé la même chose, une pénétration des produits dans les cailloux. Donc, en fait, la conclusion de ces essais-là, c'est que certains LSFO, pas tous, hein, mais certains LSFO peuvent pénétrer dans certaines roches. Donc, c'est quelque chose qui était assez surprenant. Après, je passe aux essais d'écotoxicité. Donc, comme je vous disais en introduction, là, on a fait des tests sur 3 organismes, sur du phytoplancton, une diatomée, sur des copépodes. Donc ça, ce sont des espèces qui vivent dans la colonne d'eau. Et une espèce de petite puce, là, un corophium, un amphipode, qui vit dans le sable. Donc, pour cette espèce-là qui vit dans le sable, en fait, on a mis directement les espèces en contact direct avec les VLSFO en mélangeant simplement le sable avec le produit. Alors que pour les 2 autres espèces, on a en fait fait ce qu'on appelle des WAF, Water Accommodated Fraction. C'est simplement, en fait, dans un bécher, on va mettre de l'eau de mer et le produit à tester. On va mettre une petite agitation qui va faire que les molécules solubles vont passer dans la colonne d'eau. Et c'est cette eau-là, c'est simplement les composés solubles de l'eau qu'on va mettre en contact des organismes. Et on va regarder, on va tester différentes concentrations et on va regarder comment le taux de croissance des algues ou la mortalité des organismes. Et on détermine comme ça ce qu'on appelle des concentrations létales 50. Simplement voir à quelle concentration on aboutit à 50% de mortalité des organismes. La conclusion de ces essais, en fait, c'est qu'il y a une toxicité qui a été révélée pour pour les copépodes et les amphipodes, mais cette toxicité ne semble pas plus accrue comparée aux fuels traditionnels, aux essais qui ont pu être faits sur des fuels traditionnels. Là, je vous montre simplement, donc tous ces essais ont été réalisés au CEDRE. Les essais sur les amphipodes, vous voyez un petit peu. En fait, ici, on a les sédiments au fond, un petit peu d'eau et les espèces qui vivent dedans, voilà. Et donc sous lumière, on les laisse en contact du polluant. Et au bout de quelques jours, en fait, on récupère, on tamise le sédiment et on regarde le nombre de copépodes vivants qu'il y a. Je crois que j'ai dit amphipodes. Oui, c'est des amphipodes, pardon. On compte le nombre d'amphipodes toujours vivants en fin d'expérimentation. Donc la conclusion sur ces essais de toxicité, c'est qu'effectivement, il y a une toxicité qui semble observée, mais elle est vraiment dans la même gamme de toxicité que les fuels traditionnels. Les partenaires norvégiens ont travaillé avec le SINTEF pour faire une petite étude complémentaire sur la toxicité de ces fractions solubles, où ils ont comparé la toxicité des VLSFO avec plein d'autres produits, plein d'autres hydrocarbures, des gasoils, plein d'autres choses. Et c'est pareil, ils ont trouvé que grosso modo, c'était la même gamme de toxicité entre les VLSFO et les fuels traditionnels. Ils ont même montré que certains autres produits, style de diesel marin, pouvaient être légèrement plus toxiques que les VLSFO. Et je terminerai par une dernière diapo sur le côté identification, donc les manips qui ont été faites par les partenaires belges. Donc, dans le cadre du réseau OSINET, le réseau européen qui travaille sur l'identification et la mise en commun de données d'identification d'hydrocarbures. Les produits ont donc été testés. On va chercher des molécules très précises et des marqueurs qui ne se dégradent pas pour essayer en fait de trouver une source commune à des produits ou d'essayer de relier des pollutions à des sources potentielles. Toutes les données qui sont acquises sont mises sur une plateforme européenne qui est gérée par les Allemands qui s'appelle COSIWeb. Et donc, ces manips, elles ont permis de montrer qu'en fait, les VLSFO, ils ont l'air d'avoir quelques marqueurs, et notamment donc, un ratio qu'on suit de molécules de dibenzothiophéne sur le phénanthène, qui est particulier pour les VLSFO. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'après, on parle vraiment dans de la chimie très poussée, mais simplement pour dire que, voilà, potentiellement, si on a un produit inconnu qui arrive sur la côte ou qu'on récupère en mer,
En faisant cette identification-là, on va peut-être pouvoir dire que c'est un VLSFO et peut-être du coup pouvoir recoupler avec une source. Voilà. Donc je passe un petit peu toutes les conclusions très rapides sur cette diapo-là avant de passer la main à Michael. En gros, le résultat, c'est que malheureusement, il y a vraiment une grande variabilité de propriétés physico-chimiques au sein des LSFO. Et donc, ça veut dire aussi variabilité en termes de comportement et donc de techniques de lutte à mettre en place. En termes de sécurité, il n'y aura pas de souci parce que les points d'éclair sont élevés. Ce sont des produits qui vont persister à la surface de l'eau, qui peuvent potentiellement avoir des problèmes d'immersion. Et puis, voilà, selon leur composition physico-chimique, on va peut-être avoir affaire à des produits qui vont être très collants, très visqueux et donc difficiles à pomper. La dispersion semble limitée sur des eaux froides à tempérer jusqu'à 15 degrés. Et la technique de brûlage ne semble pas appropriée non plus. Et puis, donc, comme on a vu, il y a le potentiel problème de pénétration de produits dans la roche. Voilà, donc si on peut, quand on a un déversement de ce type-là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est le plus rapidement possible, essayer d'avoir accès à la fiche de données sécurité ou des rapports d'analyse qui permettent d'avoir des infos sur leurs propriétés physico-chimiques et notamment le point d'écoulement. Et puis voilà, essayer de faire, quand on a le temps, des échantillonnages, des manips peut-être pour essayer de voir comment va se comporter le produit. Voilà, je laisse la main à mon collègue Michael qui va vous parler de la récupération mécanique. Alors, bonjour à tous. Merci d'être connectés pour nous suivre dans la restitution des résultats de ce projet Imaros. Bon, pendant que le document s'ouvre, donc je vais me présenter. Je m'appelle Michael Laurent. Je fais partie également, comme Fanny, du service analyse et moyens du CEDRE et je fais également partie, tout comme Fanny, de l'équipe d'Astreinte. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez bien le support. Voilà, donc les objectifs du projet, ils ont déjà été présentés par Fanny. Pour la sous-partie qui concernait les essais de récupération, l'objectif était de tester 2 récupérateurs, je vais les présenter juste après, avec 2 hydrocarbures qui ont été identifiés comme étant vraiment intéressants à étudier. Donc les 2 hydrocarbures qui ont été sélectionnés pour nos essais de récupération, ce qui est intéressant sur ce tableau, c'est que l'on voit que ce sont des hydrocarbures qui présentent des points d'écoulement très divers. On a le produit qui est identifié chez nous comme le IM15 qui a un point d'écoulement à 3 degrés, ce qui veut dire qu'à température ambiante, il est fluide, alors que le produit identifié comme IM14 a un point d'écoulement qui est à plus 30 degrés Celsius. Et donc, à température ambiante, on a un produit qui est très pâteux, voire quasiment solide. Pas tout à fait solide encore, mais vraiment très, très pâteux. Ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est la notion de viscosité. Sur le premier produit, le IM15, on a une viscosité quand le produit est frais qui est de l'ordre de 7 à 10 000 centistock, alors qu'une fois qu'il est émulsionné, la viscosité peut monter jusqu'à 70 000 centistock. À l'inverse, le produit IM14 n'offre pas un tel panel de variations de viscosité entre son état frais et son état émulsionné, pardon.
Donc là encore, des comportements qui sont différents quand on passe du produit frais au produit émulsionné. Et puis, dernier point qui est intéressant à souligner, c'est le côté extrêmement collant du produit, notamment le IM15, qui nous a vraiment surpris et qui était au-delà des hydrocarbures que l'on a l'habitude de tester couramment au cèdre. On avait vraiment du coup des effets d'adhésion sur les supports, à l'intérieur des pompes, à l'intérieur des tuyaux, qui étaient inhabituels et quelque peu surprenants. Voilà pour les produits qui ont été utilisés pour réaliser nos essais. Ensuite, les récupérateurs qui ont été mis en œuvre. On a mis en œuvre 2 récupérateurs. Le premier, c'est un récupérateur à tambour oléophile. Donc, vous voyez sur la photo, le récupérateur est constitué de 2 tambours qui sont dans un matériau oléophile. Le récupérateur est équipé en série avec une pompe centrifuge à vis et il est prévu pour avoir un diamètre de refoulement de 3 pouces. Je précise ce diamètre de refoulement parce qu'on verra dans les conclusions que ça a finalement une importance quand on parle de produits de type VLSFO. Les capacités du récupérateur, d'après le fabricant, sont données pour 20 mètres cubes par heure. Il s'avère que lors de nos essais, le récupérateur n'était pas capable de transférer le polluant et on a donc ajouté volontairement un dispositif d'injection annulaire qui était en test dans nos locaux. Donc, on a profité de la présence de ce prototype pour voir si l'injection annulaire pouvait aider ce récupérateur à transférer le produit. Alors, on a choisi de tester ce récupérateur parce qu'il fait partie des stocks de matériel de lutte français, aussi bien les stocks Paul Marter que les stocks Paul Marmer. Le second récupérateur qui a été testé, c'est un récupérateur à tapis de brosse oléophile qui fait également partie des stocks de matériel de lutte français. Donc, le dispositif de collecte, ce sont des brosses oléophiles. Ce récupérateur est équipé d'une pompe intégrée qui est volumétrique et non pas centrifuge comme le récupérateur précédent. Et le diamètre de refoulement est supérieur puisque là, le diamètre est de 4 pouces et non pas de 3 pouces. De plus, ce dispositif est équipé également d'une petite hélice sous-marine qui vise à essayer d'attirer la nappe vers le récupérateur pour augmenter encore ses performances. Et donc, le fabricant nous annonce un débit de collecte de 30 mètres cubes par heure. Voilà pour les 2 récupérateurs utilisés. Alors, le protocole de test qui a été mis en œuvre, c'est un protocole de test qui est classiquement utilisé au cèdre, puisqu'il est conforme à la norme AFNOR NFT 71500. Et ce protocole a été adapté et uniformisé avec nos partenaires norvégiens, notamment nos partenaires du NCA, le Norwegian Coastal Administration, de manière à nous assurer que le protocole de test était bien similaire en France et en Norvège, pour pouvoir ensuite comparer les résultats obtenus en France et en Norvège dans le cadre du projet IMAROS. Donc on voit sur cette photo l'installation d'essai. Donc on travaille dans les bassins extérieurs du cèdre. On a une zone sur le bassin qui est délimitée par un barrage. J'espère que vous voyez le pointeur à l'écran, ce qui permet de délimiter une zone de 16 mètres carrés. Lors de chaque essai, on déverse dans cette zone de 16 mètres carrés une quantité de 1,2 mètres cubes d'hydrocarbures, ce qui nous donne une épaisseur d'environ 7 à 8 cm de produits purs. Donc, on dispose le récupérateur à tester au centre de la zone de test. Chaque récupérateur est alimenté par son groupe hydraulique. Vous voyez donc ici sur le bord du quai le groupe hydraulique bleu qui alimente ce récupérateur. Et ensuite du récupérateur par une ligne de refoulement qui va évacuer le produit collecté vers une cuve que vous voyez ici. La cuve, le repère numéro 4, c'est une cuve qui est suspendue à un dynamomètre et donc on peut faire l'acquisition en temps réel de l'augmentation du poids lors du cours de l'essai et ça nous permet de déduire le débit de collecte. Il y a également une zone de prélèvement où on prélève à intervalles de temps réguliers tout ce qui sort du récupérateur de manière à pouvoir faire derrière des analyses
et notamment définir quelle est la concentration en hydrocarbures dans le fluide collecté. Donc voilà pour la vue des essais. Alors les paramètres que l'on mesure précisément pendant ces essais, ils sont de trois types. D'abord, on observe si la nappe se déplace, parce qu'il s'avère qu'avec ces VLSFO, notamment pour les produits qui ont un point d'écoulement assez élevé, la nappe peut être figée. Et donc, on observe bien les paramètres liés au déplacement de la nappe sous l'effet de l'action de collecte. Ensuite, on mesure ce que l'on appelle le débit de collecte, recovery rate en anglais. Donc ça, c'est fait avec le dynamomètre. Et ensuite, la sélectivité. Vous voyez dans la photo en bas à gauche une image justement des prélèvements qui sont faits à intervalles de temps réguliers dans des béchères de 5 litres. Et donc, si on a le petit schéma qui est à droite et qui représente le bécher, après un temps de décantation de 20 minutes, on mesure l'eau libre qui est présente en bas du bécher et on mesure également la teneur en eau dans l'hydrocarbure de manière à savoir s'il a été émulsionné ou non. Quand on fait la somme de l'eau libre plus de l'eau qui peut être piégée dans l'hydrocarbure par émulsion, on obtient la sélectivité, c'est-à-dire le pourcentage d'hydrocarbures dans le flux total qui est généré par le récupérateur. Et ce sont donc ces deux paramètres, le débit de collecte et la sélectivité, qui sont fréquemment utilisés pour caractériser les performances d'un récupérateur. Alors, maintenant, la grille d'essai qui a été mise en œuvre. Donc, on a deux récupérateurs, deux hydrocarbures qui sont chacun testés d'abord dans leur état frais. Donc, c'est pour simuler une intervention tout de suite après un déversement. Puis, ensuite, on refait exactement les mêmes tests avec le même hydrocarbure, mais cette fois-ci émulsionné, de manière à simuler un hydrocarbure qui aurait passé du temps sur le plan d'eau et qui aurait donc vieilli sous l'influence des paramètres météo-océaniques sur site. Donc, au départ, on était parti pour faire donc, une grille d'essai de 8 essais. Et il s'est rapidement avéré que le récupérateur à tambour oléophile n'était pas capable de transférer le produit. On a donc dû rajouter 4 essais de manière à identifier si l'ajout d'un dispositif d'injection annulaire pouvait permettre d'optimiser un petit peu, ou en tout cas d'améliorer les résultats. On s'est donc retrouvé finalement avec une série de 12 tests menés dans le cadre de ce projet. Alors, les slides suivants détaillent un petit peu tous les tests qui ont été menés. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de chacun des tests. Je vous propose de balayer rapidement les essais et puis de voir surtout ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, on verra dans les conclusions et dans les conclusions opérationnelles vraiment les enseignements qu'on peut en tirer. Donc, sur le premier test, on comprend tout de suite que l'hydrocarbure a un problème présente une adhérence, un effet de collant extrêmement important et que le récupérateur est mis en difficulté, en tout cas la pompe du récupérateur est mise en difficulté pour pouvoir transférer ce produit, notamment dans un diamètre de 3 pouces relativement resserré. Donc, on a utilisé un dispositif d'injection annulaire que vous voyez sur la photo ici, sur laquelle vous voyez mon pointeur. C'est un dispositif qui vient s'intercaler entre la sortie de la pompe et le tuyau de refoulement et qui permet de réduire de manière significative justement l'effet de collage de l'hydrocarbure à l'intérieur du tuyau. Le principe, pour donner un petit peu une image, c'est de mettre l'hydrocarbure en aquaplaning dans les tuyaux en intercalant une fine pellicule d'eau entre l'hydrocarbure et le tuyau. Donc, on a testé plusieurs configurations. On a même testé une configuration où on rajoutait une pompe volumétrique en plus de la pompe intégrée dans le récupérateur pour voir si c'était cette pompe qui faisait défaut. Donc, on voit là quand on regarde la ligne ici, Oil Recovery Flow Rate, on voit que nos débits de collecte sans ce dispositif d'injection annulaire, il est par exemple dans ce test-là de 0,7 m3 par heure. Et quand on l'aide avec les mêmes conditions d'essai, mais juste avec une injection annulaire, on passe à quasiment 3 m3 par heure. Donc, on a vraiment un gain significatif
en termes de transfert grâce à l'injection annulaire. Ce que l'on note aussi sur les photos, notamment sur la photo en bas à droite, c'est que les dispositifs de collecte que sont les tambours oléophiles fonctionnent très bien dans cet hydrocarbure. Ils collectent bien l'hydrocarbure et c'est en fait la pompe de transfert qui représente un goulot d'étranglement et qui n'est pas capable de transférer l'hydrocarbure qui est collecté par le dispositif de récupération. Donc ensuite, bon, on refait les mêmes essais avec l'hydrocarbure émulsionné. Là, on va tout de suite sur l'injection annulaire. En fait, la conclusion de nos essais avec ce récupérateur-là, c'est que sans injection annulaire, la pompe n'est pas capable de transférer le produit. Et donc, pour la suite des essais avec ce récupérateur, on a laissé le dispositif d'injection annulaire de manière à avoir des essais qui puissent quand même apporter des résultats. Voilà, donc là encore, sur cette photo, on voit bien que quand l'hydrocarbure est émulsionné, le récupérateur est capable de collecter une grosse quantité d'hydrocarbures, puisque l'on voit dans les goulottes ici de récupération qu'on a une très grosse quantité d'hydrocarbures qui est collectée à la surface du plan d'eau par les tambours oléophiles. Quand on réalise les mêmes essais avec le récupérateur oléophile à brosse, cette fois-ci, la pompe qui est intégrée dans le récupérateur oléophile à brosse est une pompe volumétrique qui a un très gros pouvoir de refoulement et qui en plus est aidée par le fait que le diamètre de refoulement soit en 4 pouces et non pas en 3 pouces. Et on a donc proportionnellement, on a moins de frottement sur les tuyaux, moins de perte de charge. Et donc on obtient avec ce dispositif, sans avoir besoin d'y ajouter une injection annulaire, un débit de collecte tout à fait intéressant de l'ordre de 3,4 mètres cubes par heure. Et on note là aussi une sélectivité qui est très bonne, qui est de l'ordre de 94 à 95%. Donc un produit collecté qui est quasiment pur. On a seulement 5% d'eau dans l'hydrocarbure qui est récupéré. Donc ça, c'est très intéressant sur un plan opérationnel puisque ça évite de devoir faire une phase de décantation lors de la récupération. Donc, je vous propose de balayer rapidement les photos des différents essais. Ce qu'on observe aussi très rapidement, c'est que même si les organes de récupération, que ce soit les tambours oléophiles ou les brosses oléophiles, comme on le voit sur cette photo, sont capables de collecter l'hydrocarbure, lorsqu'on a affaire à un hydrocarbure qui a un point d'écoulement élevé et qui donc est quasiment figé à température ambiante, et bien, ce qui se passe, c'est que le récupérateur collecte ce qui est au contact direct des brosses ou des tambours, et ensuite, le récupérateur crée un trou dans la nappe, et la nappe étant figée, elle ne coule pas naturellement vers le récupérateur. Donc ça, ce sera une des conclusions opérationnelles aussi derrière. On comprend bien que même avec un récupérateur qui est capable je dirais, sur le papier, de collecter l'hydrocarbure, de le capter, si la nappe ne coule pas vers le récupérateur, on a une efficacité globale du système qui est mauvaise. Et donc, on peut être amené à essayer de pousser la nappe vers le récupérateur. C'est ce que l'on a fait lors de nos essais, où on a volontairement mobilisé la nappe à l'aide de moyens manuels. Hein. Typiquement, on voit sur cette photo des pagaies. Et donc, avec plusieurs opérateurs mobilisés autour de la zone d'essai, on a poussé le polluant vers le récupérateur. Lorsque l'on pratique de la sorte, on voit bien que le récupérateur, là on voit les deux tambours oléophiles, se charge de manière même significative de cet hydrocarbure très, très visqueux. Mais si l'on ne pousse pas l'hydrocarbure vers le récupérateur, eh bien le récupérateur fait un trou dans la nappe et on a vraiment un débit de collecte qui s'effondre très rapidement, puisque le récupérateur tourne en fait dans une petite poche d'eau qui est créée au milieu de la nappe. Donc voilà une image, une double photo là, qui est très intéressante puisqu'elle illustre vraiment l'apport de l'injection annulaire sur ces essais pour ce récupérateur. Sur la photo de gauche, l'injection annulaire n'est pas mise en route. On voit que le récupérateur est capable de collecter énormément d'hydrocarbures, mais qui n'est pas capable de l'évacuer.
Et donc, cet hydrocarbure s'accumule au niveau de la zone de transfert du récupérateur et finit même par déborder sur les côtés ici du récupérateur. Une fois que l'on actionne le dispositif d'injection annulaire, c'est ce que l'on voit sur la photo de droite, eh bien, les bacs tampons qui sont connectés à la pompe se vident progressivement et on obtient un débit de collecte à nouveau qui est faible, mais qui est au moins qui a le mérite d'exister. Voilà pour les essais. Donc là, on a sur cette photo-ci, on voit très bien le phénomène que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que le récupérateur a collecté l'hydrocarbure qui était au contact direct des brosses, et puis après quelques minutes de fonctionnement, voire même quelques secondes de fonctionnement, eh bien on voit apparaître, là où vous voyez la flèche blanche devant le train de brosse, eh bien on voit apparaître une flaque d'eau au sein de la nappe, et la nappe ne coule pas vers les brosses, et on a donc un débit de collecte qui s'effondre. Si on ne prend pas, Vous savez quand est-ce que les vols pour le premier, c'est quoi? si on ne prend pas soin de pousser la nappe Oui. vers le récupérateur. Et donc, quand on pousse la nappe vers le récupérateur, on voit là, donc, on gave volontairement le récupérateur avec des pagaies. Et on voit bien que les dispositifs de collecte se chargent vraiment de manière conséquente avec l'hydrocarbure. Voilà. Donc, je vous propose maintenant de regarder un overview des résultats qui ont été obtenus. D'abord, en termes de déplacement de la nappe, il s'avère donc que l'hydrocarbure, donc l'IM14, qui est figé à température ambiante, ne s'écoule pas naturellement vers le récupérateur, Départ, décollage, hein? alors que l'IM15, qui est fluide, coule vers le récupérateur. En termes de récupération, quelles que soient les deux technologies qui aient été testées, que ce soit les tambours oléophiles ou les brosses oléophiles, on a noté une bonne Combien? efficacité de ces dispositifs de collecte sur les hydrocarbures. Et par contre, les problèmes observés ont été observés principalement au niveau des organes de transfert et des pompes. Donc la pompe centrifuge a nécessité l'ajout d'un dispositif d'injection annulaire pour pouvoir travailler, alors que la pompe volumétrique n'avait pas besoin de ce dispositif d'injection annulaire. Et donc, il s'avère que, en termes de sélectivité, par contre, on a eu des bons résultats en termes de sélectivité qui allaient dans certains cas jusqu'à 99%. Donc là, on s'est lié principalement au fil pour collecter ces hydrocarbures. On a vu quand même que la brosse oléophile était celle qui apportait la meilleure sélectivité. Ce résultat peut s'expliquer par le fait qu'on ait rajouté sur les tambours oléophiles un dispositif d'injection annulaire à la sortie de la pompe. Donc, pour créer ce film d'eau qui met l'hydrocarbure en aquaplaning, forcément, on injecte de l'eau et donc on dégrade la sélectivité automatiquement par le fait qu'on injecte de l'eau à la sortie de la pompe. Voilà pour les résultats des essais. En termes de conclusion, donc là c'était pour illustrer la différence de comportement sur les hydrocarbures, mais ce point-là a déjà été souligné par Fanny tout à l'heure. On a vraiment, selon les hydrocarbures, des différences de comportement. En termes de conclusion opérationnelle, ce que l'on conclut, c'est qu'avec les deux hydrocarbures qui ont été testés au Cèdre, la récupération semble possible avec des dispositifs de récupération oléophile, que par contre, il est intéressant pour les hydrocarbures qui ont un point d'écoulement assez élevé de se mettre dans des conditions dynamiques qui vont permettre d'alimenter le récupérateur, de pousser la nappe vers le récupérateur. Un autre point qui ressort aussi sur les conclusions opérationnelles, c'est qu'en termes de transfert, il faut privilégier les gros diamètres de tuyaux de refoulement et que l'injection annulaire peut vraiment apporter un plus intéressant sur le transfert de ce type d'hydrocarbures. Voilà pour les conclusions de nos essais. Et
pour la présentation du coup de notre webinaire Imaros. On va maintenant rentrer dans un petit temps d'échange. Si vous avez des questions, on vous invite à les poser. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, Bonjour, Laurence Wagner au COFGC, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. J'ai coupé la caméra pour préserver la bande passante. Merci beaucoup pour cette présentation. Pour moi qui ne suis pas vos travaux en direct, c'est très intéressant d'en avoir les résultats de manière synthétique. J'ai beaucoup apprécié ce petit webinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et c'est pas trop technique. Alors, bonjour à tous. Nathalie Vielle, Total Energy. Bah, effectivement, je rejoins le commentaire précédent. Merci pour cette présentation synthétique sur un sujet qui est beaucoup plus vaste. J'avais peut-être une petite question alors concernant les caractéristiques de ces fuels. Donc, on a bien vu le pourpoint qui est dans un range très vaste. Est-ce qu'au niveau de la densité, vous avez également observé cela? Parce que je fais référence à des pollutions précédentes où effectivement on avait des fuels qui pouvaient couler un peu, enfin pour des densités supérieures à 1. Est-ce qu'il y avait ça ou est-ce qu'ils sont tous, est-ce qu'ils flottent tous? Voilà. Il y a moins de variabilité que sur le point d'écoulement. Grosso modo, ouais, ils étaient tous autour de 0,90 et ils évoluaient jusqu'à 1. Donc, pas tant que ça de variabilité. Et effectivement, ouais, pour les plus denses, on pouvait voir ce petit phénomène-là d'immersion potentielle en fin d'essai. Mais je ne pense pas qu'il y ait plus de surprises que ça, ou comparé à des fuels traditionnels. Non, rien de spécial, quoi. Ok, merci. On n'en a pas testé des très légers, par exemple, où c'est tous en gros vers 0,9. Ouais, d'accord. Ok. Et en tout cas, c'est super de faire des restitutions comme ça dans ces webinaires. Donc, très, très positif. Merci à vous. Merci. Merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie d'avoir été avec nous pendant cette heure-là. Et puis, voilà, on aura d'autres par la suite. On vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.